Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Suzuki GS 850G de 1981. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir un de mes abonnés qui m'a ramené une moto de collection. Vous la voyez, il s'agit d'une Suzuki GS 850G. Et franchement, cette moto est assez méconnue. Il s'agit, comme vous pouvez le voir, d'un gros roadster en 4 cylindres en ligne, vous l'aurez compris, de 850 cm3. Et cette version a la particularité d'être avec une transmission finale par cardan. Donc vu que c'est une machine du début des années 80, eh bien on retrouve vraiment ce look typique, on va dire un petit peu carré, et surtout c'est une moto qui n'a pas l'air, mais elle est très lourde. Elle est donnée tout plein fait, c'est-à-dire avec son réservoir rempli de 22 litres de carburant pour 273 kg. Donc oui, c'est vraiment très lourd pour une moto qui n'a pas l'air si grosse que ça lorsqu'on la regarde. À l'époque, cette machine, c'était une concurrente directe aux autres marques japonaises qui faisaient également des roadsters de grosses cylindrées. Vous aviez par exemple chez Yamaha la XS 850 qui était elle en 3 cylindres et également avec une transmission par cardan. Vous aviez aussi en concurrente les CB 900. Eh bien là, on est sur une moto qui se veut peut-être un peu moins sport, dirons-nous, que la concurrence. Une moto qui se voulait plus utilitaire, un sport GT, sport routier, je sais pas comment on peut dire. Parce que oui, à l'époque, on n'avait pas du tout la même notion du sport que ce qu'on a actuellement. Donc au niveau de la motorisation, on est vraiment sur un truc typique de l'époque, un gros 4 cylindres, à carburateur bien sûr, et aussi refroidissement par air, donc les grosses ailettes sur le côté, et celui-ci développe 80 chevaux. La moto qu'on me prête aujourd'hui est quasiment complètement d'origine. La seule petite différence, c'est l'échappement. Aujourd'hui, on est avec un échappement de la marque Marving, qui est donc en position droite, et d'origine, de mémoire, c'était un échappement de chaque côté. Malheureusement, sur ce genre de moto, lorsqu'il y a besoin de remplacer ce genre de pièces, eh bien, c'est assez difficile de retrouver les pièces d'origine, d'où la présence de cet échappement Marving. Ce n'était pas une volonté du propriétaire de remplacer par quelque chose de différent de l'origine. Bon, quand on se met aux commandes de cette machine, le premier truc qui choque, c'est son poids. Clairement, le poids est bien présent. Je vous l'ai dit, la moto n'est pas si grosse que ça. Quand on la regarde, elle est relativement basse. La position, vous la voyez, n'est pas trop basculée vers l'avant. Je trouve que le guidon est par contre peut-être un tout petit peu étroit. 2 ou 3 cm de plus aurait donné un meilleur bras de levier. Mais le plus choquant pour moi, c'est que bien que la moto soit basse, eh bien j'ai vraiment du mal à mettre les pieds par terre parce que le réservoir et la selle sont extrêmement larges. Et ça me fait vraiment penser à ce que j'avais eu comme sensation lorsque j'avais testé la XS 1100 qui était de la même époque. Et franchement, eh bien quand je dois mettre les pieds par terre, je ne suis absolument pas rassuré vu la difficulté que j'ai à toucher le sol et surtout le poids que je dois retenir. Au niveau du comportement, ce qui peut aussi surprendre au début, c'est la taille des pneus qui n'est absolument pas standard. On a une roue en 19 à l'avant et du 17 à l'arrière. Les pneus sont assez fins, mais le fait que la moto soit vraiment lourde et avec cette roue de 19, j'ai l'impression que ça me donne un espèce de flou un peu dans la direction lorsque je veux prendre un virage. Il faut que je m'habitue. Au début, c'est déroutant. Là, par exemple, vous voyez, je touche bien d'un côté, l'autre, je touche vraiment à peine. Allez, petite accélération. La sonorité est très sympa. Bon, heureusement, en prenant un petit peu de vitesse, le poids, bien sûr, se fait un peu oublier.
Et la sonorité, je suis vraiment surpris, hein. Cet échappement a une bonne sonorité de 4 cylindres quand on monte dans les tours, et il reste très très discret quand on roule à bas régime. Bon, forcément, il n'y a absolument aucune protection, donc dès que je roule au-delà des 70, j'ai vraiment des difficultés à vous parler en restant avec la visière ouverte. Actuellement, les deux rétros sont également d'origine. On voit plutôt bien ce qui se passe derrière, bien qu'ils ne soient pas trop grands. Ils sont suffisamment sur l'extérieur, je vois presque pas mes coudes. Alors, les premiers freinages. Alors, bizarrement, j'ai l'impression que ça freine un peu comme un custom. C'est-à-dire que le frein arrière freine presque mieux que le frein avant. Allez, petit virage à basse vitesse. Et là, on le sent le poids, hein. C'est vraiment lourd. Avec l'habitude, je pense vraiment qu'on peut utiliser cette moto au quotidien sans difficulté. Mais moi qui roule avec depuis à peine 10 minutes, j'ose à peine me pencher, tellement j'ai l'impression qu'elle va tomber à cause du poids. Donc les amis, comme d'habitude, on va faire un petit test d'accélération. Donc bien que ce soit une moto de collection, elle est en parfait état. Esthétiquement, elle est dans son jus, donc elle n'est pas parfaite, mais mécaniquement, elle a été complètement révisée, donc je n'ai aucune crainte à avoir. Bien sûr, il n'y a absolument aucune aide électronique, il n'y a même aucune électronique tout court, vu que tout est encore à carbu, et je crois que même l'allumage est encore à rupteur. Donc, on y va, tranquille main, si je peux dire, parce que on va pas non plus brusquer une machine aussi ancienne, c'est surtout pour voir un peu les capacités que ça a. Allez, let's go. Je rappelle, 80 chevaux, 273 kg. Let's go. Donc on arrive à 100 en fond de 2. Alors j'ai pas osé vraiment brusquer la mécanique. Ce n'est absolument pas linéaire comme on l'aurait sur une moto récente. Alors je ne sais pas si c'est le réglage carbu qui mériterait d'être encore peaufiné ou si c'est son comportement habituel. Mais là en fait ça monte plutôt bien jusqu'à 5-6 000. Il y a une espèce de petite résistance et ensuite ça repart. C'est déroutant, dirons-nous. Allez, petit demi-tour, donc je galère toujours pour maintenir la moto droite. Je braque à fond et il y a vraiment du poids, faut que je me méfie. Je vais rester le plus droit possible. Ouais. Alors le demi-tour est vraiment compliqué pour moi, hein. Maintenir la machine en équilibre, c'est assez compliqué. Surtout qu'elle avance un peu par à-coups. Je sais pas si c'est à cause du cardan. Et ce poids, j'ai rarement eu une sensation de poids sur le train avant aussi élevé. Sinon, l'angle de braquage, vous le voyez, est parfaitement satisfaisant. J'arrive pile sur l'autre fil. On est reparti pour une petite accélération et ensuite on va tenter le freinage de cette machine de 1981. Allez, let's go. Donc j'accélère bien. Et je ralentis. Donc le frein arrière freine plutôt bien, on a une bonne sensation. Et le frein avant, c'est un peu mou, hein. C'est même très mou avant qu'il se passe quelque chose. Et la sensation est très bizarre parce que, comme sur un custom, enfin sur certains customs plutôt exactement, j'ai vraiment l'impression que le frein arrière freine mieux que l'avant. J'ai peut-être pas l'habitude, je vais réessayer là à basse vitesse. Frein arrière ça freine bien, frein avant. Alors le frein avant ça freine, mais il faut vraiment tirer dessus pour qu'il se passe quelque chose, hein. On est à l'ancienne avec des freins à disque bien sûr, mais alors c'est que des étriers monopistons si je me souviens bien. Donc clairement on est très loin des freinages qu'on aurait actuellement. Mais quand on a l'habitude de rouler avec ce genre de machine un peu ancienne,
le freinage n'est absolument pas, comment dire, différent ou mauvais, hein. C'est juste un freinage typique de cette époque-là. La prise d'info ne pose pas trop de problèmes. Je réaccélère. Il y a quand même un bon couple à bas régime. Et en fait, ça ne m'incite pas à dépasser les 5000 tours. Arrivé à 4-5000, ça me donne l'impression qu'il faut que je change de vitesse. Le fait de tester toutes les motos les plus récentes et aussi des machines anciennes comme celle-là, ça me montre vraiment aussi l'évolution. La prise de tour avec une machine ancienne comme ça n'a absolument rien à voir avec une moto récente. Là, on a presque l'impression qu'elle a du mal à prendre ses tours, alors que non, elle fonctionne bien. C'était juste comme ça à l'époque. Au niveau des commodos, c'est aussi assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Les fonctions sont similaires. Sur la gauche, on a bien sûr tout ce qui concerne l'éclairage, les clignotants et le klaxon, mais vous pouvez voir que les boutons sont avec des formes inhabituelles. Sur la droite, le coupe-circuit, de quoi allumer l'éclairage, vu que ce n'était bien sûr pas automatique à l'époque, et le démarreur. Vu que c'est une moto à carbu, on a bien sûr un starter qui est juste au milieu du guidon. Concernant le tableau de bord, c'est à l'ancienne et c'est en même temps assez technologique pour une machine de cette époque-là. Donc vous avez bien sûr deux gros compteurs pour la vitesse et le compte tour, c'est très lisible, c'est un fond un peu marron. Au milieu de tout ça, les voyants pour vous indiquer les clignotants, l'allumage des feux, ce genre de choses. Et en bas, la petite particularité moderne pour l'époque, on a un voyant de rapport engagé. Et vous voyez que ça fonctionne parfaitement bien. Ah, l'échappement, quand on monte dans les tours, il pétarade un petit peu. La prise d'angle n'est pas évidente avec cette machine, hein. Je suis vraiment déstabilisé par son poids. J'arrive sur ce dos d'âne, je rétrograde jusqu'à 30 km/h. Alors bien sûr c'est à l'ancienne, on a une suspension tout à fait classique. À l'arrière c'est encore un amortisseur de chaque côté. C'est réglable en précharge à l'arrière. Par contre la fourche à l'avant n'a absolument aucun réglage. Et j'ai l'impression quand même que les suspensions ont un peu de mal à encaisser le poids de la moto plus moi dessus. À la sortie du dos d'âne, ça s'écrase un peu. Avoir aussi peu de freinage, hein, ça vous réapprend à conduire. C'est vraiment très différent de ce qu'on a l'habitude d'expérimenter avec une moto moderne. Alors, me voilà dans une petite succession de virages. On va y aller mollo. J'ai clairement pas envie de me mettre au tas. Ah, une fois de plus, hein, je suis vraiment déstabilisé par le poids. J'ai pas du tout l'habitude d'une moto de cette géométrie aussi lourde en fait. Je pense que la même machine avec 100 kg de moins, j'oserais accélérer sans vraie retenue. Là, j'ai vraiment l'impression qu'à la moindre erreur, ça ne me pardonnera pas. Le comportement moteur, quand on reste aux vitesses légales, est quand même assez feutré, hein. C'est que lorsqu'on passe au-delà des 5000 tours que le bruit de l'échappement se fait vraiment entendre. Et le comportement est vraiment très cool, hein, quand on roule aux vitesses légales. Je réaccélère. Franchement, au niveau des performances moteurs, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est juste le poids de la moto qui lui fait perdre des performances. Avec le temps, je commence à prendre un petit peu la confiance avec cette machine. Bon, si vous suivez mes tests depuis longtemps, vous le savez, hein, moi les tests sont toujours faits de manière à reproduire quelqu'un qui découvre une moto. Et ce que je fais clairement, là je suis dessus depuis peut-être une vingtaine de minutes. Et pour le coup, une machine de ce gabarit, de cet âge, je pense qu'il faut quelques heures, hein, pour réussir quand même à bien l'apprivoiser. Ce qui m'ennuie toujours en fait avec ce genre de moto, c'est justement d'avoir de grosses difficultés pour atteindre le sol.
Parce que je me dis que en cas de problème, bah, ça sera la gamelle directe parce que je pourrais pas rattraper la moto. Alors dans cette grande courbe, ouais, c'est assez déstabilisant. Vous voyez, j'ai l'impression que la moto, elle essaie de louvoyer légèrement. Faut vraiment lui imposer un cap. Elle ne tient pas toute seule. Alors, on va faire un passage sur l'autoroute. J'accélère. Allez, je fais un petit dépassement. Donc je suis sur le dernier rapport en 5e. Là actuellement je suis à 90. J'accélère à fond. Donc 100, 110, 120. Ça marche pas mal, ça va. Après, il y a un petit temps d'attente en fait quand vous mettez les gaz. Ça répond pas tout de suite. C'est assez déstabilisant. Donc il est encore bien sûr tout à fait possible d'emprunter l'autoroute avec cette machine, ça ne pose aucun problème, mais ce ne sera pas forcément très agréable de par le manque total de protection. Au niveau de l'éclairage sur cette moto, on est bien sûr sur une technologie des années 70-80, donc tout est à ampoule et vous retrouvez les très gros clignotants de l'époque. Ce qui est bien fait par contre, c'est que ceux-ci sont chromés, sont très jolis et ils sont même fixés sur des barres en métal, elles aussi chromées. Ce qui est bien mieux que chez Honda à l'époque où ils avaient des fixations à peu près du même genre, mais en plastique et qui vieillit très très mal. Là, ça ne bouge pas, c'est très bien. Alors tout à l'heure j'ai oublié d'en parler, mais dans le compteur on a également une petite jauge de carburant, ce qui est bien pratique et ce qui n'était pas forcément la norme à l'époque. Si vous arrivez en réserve, comme sur toute bonne machine à l'ancienne, vous avez un robinet d'essence avec une position réserve. C'est à vous de l'utiliser en roulant. Au final, depuis le début de ce test, je cherche qu'est-ce qui me donne cette sensation bizarre de lourdeur. Et en fait, c'est pas vraiment le poids de la moto le problème. Je trouve que c'est vraiment surtout le poids sur le train avant. Je m'en aperçois vraiment quand je suis à très faible vitesse comme actuellement. Il faut que je bataille un peu avec le guidon pour réussir à bien maintenir ma trajectoire. Et il faut que je force bien plus que sur n'importe quelle autre machine. On s'aperçoit pas vraiment de la vitesse à laquelle on roule. Je me concentre sur ma trajectoire et quand je baisse les yeux sur le compteur, au final, je vais déjà bien plus vite que ce que je crois la plupart du temps. Bon les amis, je pense que vous l'aurez compris, au niveau du moteur, ça ne pose aucun problème. La moto a largement des performances, on va dire, encore contemporaines. Maintenant, c'est vrai que niveau tenue de route, on est sur une moto d'un autre âge. Ça n'a rien à voir même avec ce que vous auriez actuellement sur une Néo Rétro. Donc aujourd'hui, bien sûr, je suis sur une machine de collection qu'on me prête, qui est utilisée d'ailleurs fréquemment par son propriétaire. Il m'assure qu'elle est parfaitement bien entretenue et je lui fais confiance. Donc, je vous laisse dans les commentaires me dire si cette sensation de lourdeur du train avant, si pour vous ça vous semble normal et justifié sur cette GS 800G, ou si pour vous il doit y avoir un problème technique. Bien sûr, sur une machine de ce poids-là, il faut vérifier fréquemment la pression des pneus, aussi les roulements de direction. Tout ça est très très important pour garder une bonne manœuvrabilité de ce genre de machine. Au niveau aspect pratique, cette moto, comme la plupart des autres concurrentes de cette époque, vous pouvez basculer la selle afin d'arriver sur un compartiment. Celui-ci est suffisamment grand pour mettre quelques outils et en plus, vous avez un petit rangement qui est dissimulé dans la coque arrière. Donc au niveau rangement, c'est plutôt pas mal sur cette machine. À l'époque, au niveau pratique, quasiment toutes ces motos étaient proposées d'origine avec la béquille centrale et vous avez aussi une petite poignée sur le côté justement pour faciliter le béquillage et débéquillage lorsque vous voulez la mettre sur la centrale. La consommation est le plus souvent indiquée sur internet sur ce modèle pour entre 7 et 8 litres au 100. Mais le propriétaire m'assure que actuellement, depuis qu'il a fait réviser complètement les carburateurs, il arrive à tomber en roulant cool à 6 litres au 100.
Maintenant, d'occasion, c'est une machine qui devient vraiment rare. Pour le coup, c'est une vraie moto de collection, c'est pas juste un youngtimer. Et trouver un modèle en vraiment bon état, complètement d'origine, devient très compliqué car beaucoup ont été modifiés en café racer ou autres motos préparées. La valeur d'une machine comme aujourd'hui, c'est-à-dire qui serait encore esthétiquement d'origine, mais dans son jus, qui n'a pas été intégralement restaurée et qui fonctionne bien, ça vaut, on va dire, dans les 4000 €. Ce qui n'est pas si délirant que ça, hein, pour une machine qui est encore utilisable au quotidien pour un coût raisonnable. Le propriétaire me disait que les révisions dessus, c'était au plus simple, hein. Ce qu'il faut surtout, c'est vérifier les bons réglages des carburateur, ensuite faire les entretiens courants, et c'est tous les 6000. Bon, bien sûr, hein, je n'ai pas testé énormément de motos de cette époque, mais j'ai possédé, il y a quelques années, sa concurrente de chez Honda, la CB 900 bol d'or. La CB était quand même avec un tempérament plus sport, plus de puissance, à peu près le même poids, ou peut-être même encore un peu plus lourd. Mais j'ai vraiment pas l'impression qu'à l'époque Suzuki avec cette moto essayait de jouer vraiment en concurrent au niveau du sport, mais plutôt en polyvalence, et ils ont conçu une machine qui est vraiment adaptée à ceux qui veulent une grosse cylindrée au quotidien. Donc si vous cherchez un gros roadster des années 80, et si vous privilégiez une transmission par cardan, eh bien cette moto mérite votre attention. Ça reste par contre très difficile à trouver, encore en bon état comme je vous le disais. Je pense avoir fait le tour des caractéristiques de cette GS 850G de 1981. Je tiens encore à remercier le propriétaire de cette machine de collection de s'être déplacé jusqu'ici afin de me la prêter. C'était très sympa de sa part. Si vous aussi, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que moi je me trouve en Normandie, dans la région de Rouen. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Allez, à tous. Ouais, je suis vraiment pas rassuré avec cette machine à basse vitesse. Et le poids m'embarque clairement. Si vous êtes petit, eh bien, je ne vous conseille pas cette moto, ni les grosses cylindrées de cette époque d'ailleurs.